Imaginez un monde globalisé, une planète sous étroite surveillance, où les hommes sont programmés, formatés, conditionnés pour accepter leur servitude. Un monde de la désinformation, du mensonge généralisé, où 2 et 2 font 5, où la liberté n'est plus qu'une illusion. La réalité d'aujourd'hui est en passe de rejoindre la fiction d'hier. Il y a plus de 70 ans, 2 écrivains ont été les premiers à lancer l'alerte. 2 Anglais visionnaires, Aldous Huxley et George Orwell, auteurs des 2 chefs-d'œuvre du roman d'anticipation Le meilleur des mondes et 1984. Dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley décrit, dans un Londres futuriste, une civilisation des loisirs, futile et hédoniste, gouvernée par les technosciences. De l'autre côté de la Tamise, George Orwell imagine dans 1984 des citoyens travailleurs placés sous l'œil et la botte de Big Brother, privés de toute liberté. Et nous, à l'heure du triomphe des biotechnologies, des mass-médias et des réseaux sociaux, sur quelle rive risque-t-on d'échouer? Orwell ou Huxley? D'un côté, Aldous Huxley, le privilégié, l'intellectuel, le dandy. De l'autre, George Orwell, l'humaniste, le bagarreur, le révolutionnaire épris de nature et de solitude. 2 Anglais au tempérament opposé qui se sont côtoyés, appréciés, puis querellés. Huxley fut le professeur d'Orwell avant que les 2 hommes ne se perdent de vue. Ce sont leurs romans qui les réuniront, mais ils ne parviendront jamais à se mettre d'accord sur leur noire vision du futur. Tout, dans leur mode de vie comme dans leurs livres, exprime leurs antagonismes. Ce que Huxley voit se profiler à l'horizon ne le rassure guère. Dans le contexte bouillonnant de l'entre-deux-guerres, il s'interroge sur la place de l'individu dans un monde qui court vers la production et la consommation de masse. Il veut en faire le sujet de son prochain livre. Un récit ironique et féroce, à rebours de la plupart des romans de science-fiction de l'époque, qui défendent l'idée que le progrès scientifique ferait le bonheur des hommes. En mai 1931, Huxley s'isole dans son bureau pendant 4 mois et imagine un monde où la science, sous couvert d'apporter confort et stabilité, devient un instrument de contrôle visant à conditionner et asservir l'humanité. Son livre se nourrit des débats eugénistes qui animent la communauté savante des années 30. Huxley est atterré par ceux qui voient dans les progrès de la génétique un moyen d'organiser la société et de justifier les inégalités. Et plus encore, par certains scientifiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui stérilisent les handicapés et les personnes jugées socialement inaptes. Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise, ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont conditionnés de telle sorte que pratiquement ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Huxley nous prévient ainsi que nous pourrions aller vers une société qui nous contrôle tous par le plaisir et non par la souffrance. Et ce serait alors une civilisation de laquelle il serait bien plus difficile de s'échapper. Qui va se rebeller contre le plaisir? Huxley se plaît dans son livre à inverser toutes les valeurs du puritanisme de l'ère victorienne. Mais sous cette apparente libération des mœurs, se dessine une société inégalitaire, divisée en castes. Au sommet de la pyramide se trouvent les individus alpha, et tout en bas, les epsilon. Son héros, Bernard Marx, est le seul à opposer une résistance à ce conformisme de masse. Une indépendance d'esprit qui s'explique par un accident lors de sa conception. Bernard Marx, c'est un alpha, et même un alpha plus, donc c'est quelqu'un qui a des capacités cérébrales très importantes, mais malencontreusement, au moment où on le conditionnait, le bruit court que des gouttes d'alcool se seraient échappées dans son sang, et du coup, eh ben, il est petit, catastrophe, il est moricaud, il n'est pas beau gosse. Et comme il n'est pas beau gosse,
eh bien, il a beau être un alpha plus, ce n'est pas un mâle dominant. Et comme ce n'est pas un mâle dominant, il n'a pas accès à toutes les femelles qui l'enthousiasmeraient, et ça crée chez lui une profonde frustration. Au même moment, de l'autre côté du Channel, un homme se bat pour survivre. Journaliste dans la dèche, George Orwell explore les bas-fonds de Londres, partage le quotidien des vagabonds, écrit sur leurs conditions de vie. Mais il ne parvient pas à vivre de sa plume et enchaîne les petits boulots. Jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate. L'Europe bascule dans le chaos et désormais la majeure partie du continent vit sous dictature. En 1943, Orwell écrit La ferme des animaux, satire dans laquelle il dénonce le stalinisme et les dérives de la révolution bolchevique. George Orwell a 40 ans et pense déjà à son prochain roman. L'histoire d'un régime totalitaire, cauchemardesque et destructeur. 1984, au départ, devait s'appeler The Last Man in Europe, le dernier homme en Europe. Donc, ça voulait dire la destruction. C'était une trilogie au départ qui s'appelait Les vivants et les morts. Donc, il y avait un premier tome qui n'a jamais été écrit. La ferme des animaux constituait le deuxième volet. Et le troisième et dernier, c'était le dernier homme. La fin, c'est la fin. On a tout détruit. 1984 décrit un monde scindé en 3 blocs qui se livrent une guerre perpétuelle. La population est maintenue dans le dénuement, sous l'œil menaçant de Big Brother, incarnation d'un pouvoir répressif, bureaucratique et omniscient. Dans ce décor post-apocalyptique, il y a un personnage qui s'appelle Winston, qui a 39 ans, qui a un ulcère variqueux à une jambe, qui est un peu malingre, un peu mal dans sa peau, quelque peu dépressif ou subdépressif, et qui, depuis des années d'un monologue intérieur qui le tourmente, se pose des questions qu'il ne devrait pas se poser. Ce n'est pas un dissident, ce n'est pas un révolutionnaire, comment le pourrait-il? C'est un inadéquat. Ainsi commence l'histoire. Personne n'a jamais mieux compris, je pense, le fonctionnement des systèmes totalitaires, mais aussi pas seulement le fonctionnement, mais les principes philosophiques qu'il y a derrière, comme George Orwell. D'emblée, dès les premières pages, il nous met dans un univers qui est terrifiant. Les gens vivent dans des conditions misérables, c'était l'écran qui les surveille en permanence, et puis dans son ministère, les gens qui disparaissent comme ça subitement, où vient-elle, et puis le silence, personne même ne remarque qu'il a disparu. George Orwell nous fait prendre conscience de notre propre peur pour réagir, comme donc un levier pour nous amener à nous révolter, mais absolument. Orwell a pensé que l'amour est un moyen, offre une alternative à l'absurde, etc., et peut-être un moteur de révolte et de révolution très intéressant. C'est comme ça, tout le roman de George Orwell est bâti sur ça. Un jour, la découverte de Julia, l'amour. Et là, voilà la nouvelle fantasmagorie. L'amour vaut bien tous les sacrifices, Paris vaut bien une messe. Donc, et l'amour l'amène donc dans la dissidence. L'amour est interdit dans la caste à laquelle il appartient. Eh bien, il aime, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il sort d'un univers, il rentre dans un univers qui vont s'opposer jusqu'à la mort. Dans son roman, Huxley imagine ainsi une usine à bébés. Y sont produits d'un côté les alphas, l'élite physique, intellectuelle et politique du meilleur des mondes. De l'autre, les epsilons, masse ouvrière fabriquée à la chaîne suivant les techniques du clonage. Nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs administrateurs mondiaux. Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Le principe de la production en série, enfin appliqué à la biologie.
C'est ça, Huxley, c'est de dire, voilà, au lieu de vivre mal le déterminisme social qui est inhérent à nos sociétés, ce qui n'est pas totalement faux, on va biologiser l'éthos. C'est-à-dire, en gros, vous vouliez être directrice de mode, vous vouliez être boulanger, etc. Dès le début, ça sera réglé, cette histoire. Et donc, comme ça, on évitera que les uns et les autres aient des envies autres, alors qu'ils ont un chemin clair et ils doivent s'y tenir. Donc ça, effectivement, ça peut être ressenti comme une dystopie délirante ou une utopie, puisque les gens n'auront même plus la possibilité de conscientiser leur servitude volontaire. Les États-Unis penchent aujourd'hui du côté des idées de Julian Huxley. Certains médecins ont même sauté le pas de l'eugénisme et proposent des bébés sur mesure. En Californie, au Fertility Institute de Los Angeles, le meilleur des mondes est devenu une réalité. Le Dr Steinberg fabrique des alphas sur commande. Nous avons actuellement 7000 embryons dans ces cuves et nous savons tout de chacun d'entre eux, de qui ils viennent, quand ils ont été produits et où ils iront. C'est dans ces cuves que le Dr Steinberg cultive les humains de demain. Ici, pour 20 000 $, des parents peuvent venir s'offrir la progéniture de leurs rêves. Ce que je suis en train de faire, c'est de la chirurgie sur un embryon humain. J'extrais quelques cellules pour analyser l'ADN et tout connaître de cet embryon. Jeffrey Steinberg aurait répertorié plus d'1 millier de facteurs génétiques, déterminant non seulement la santé de l'enfant, mais aussi ses caractéristiques physiques. À partir de ces données, il dit pouvoir sélectionner un embryon qui répond aux désirs de ses clients. 400 futurs parents font appel à lui chaque année. La première chose que les parents demandent, c'est une fille ou un garçon. La deuxième chose, c'est la couleur des yeux. La troisième, c'est la taille. Les gens grands veulent des enfants plus petits. Les plus petits, des enfants plus grands. Les gens veulent toujours ce qu'ils n'ont pas. On a des demandes assez folles sur la taille ou certaines caractéristiques pour devenir un bon joueur de football, une bonne danseuse, un bon chanteur, un bon athlète. Des demandes incroyables pour différentes choses. Évidemment, on n'a pas encore toutes ces possibilités. La notion même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde. À toute fin utile, le mensonge sera devenu vérité. Les injonctions qu'on trouve dans 1984, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, l'amour c'est la haine. À travers ces inversions de sens, Orwell rend bien compte de cette perversion des régimes totalitaires qui utilisent le langage en vidant les mots de leur substance et en la remplaçant par l'exact contraire. Cette manipulation du langage est commune aux deux romans, tout comme la falsification de l'histoire. S'inspirant du ministère de l'Information du Royaume-Uni, où travaillait son épouse, Orwell invente dans 1984 un ministère de la vérité, qui s'occupe de tronquer l'information. Son héros, Winston Smith, y travaille et a pour tâche de réécrire les faits historiques pour qu'ils correspondent à la ligne perpétuellement changeante du parti. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances. Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. Rejeter le témoignage de ses yeux. Une idée reprise quasiment mot pour mot et parfaitement assumée par Donald Trump à Kansas City, dans un discours face aux vétérans américains.
Et rappelez-vous juste, ce que vous voyez et ce que vous lisez n'est pas la réalité. Ce qu'il dit dans ce discours incroyable, c'est que vous ne pouvez croire personne. Vous ne pouvez croire que moi. Je suis Big Brother. Je suis votre seul ami. C'est tout droit sorti de 1984. Philippe, 70 ans plus tard, lequel de ces deux auteurs anglais avait-il le mieux anticipé notre monde? Orwell ou Huxley? Vivons-nous dans l'univers de 1984 ou dans celui du meilleur des mondes? À moins que ce ne soit une sorte d'hybride des deux. Un pays aujourd'hui se présente comme une parfaite synthèse des deux romans, entre surveillance de masse et société high-tech, entre régime totalitaire et paradis consumériste. La Chine incarne le meilleur des mondes orwelliens. Avec plus d'1 milliard de citoyens cobayes à sa disposition, la Chine est en train de devenir un gigantesque laboratoire d'expérimentation des nouvelles technologies de contrôle. En Chine, il y a le crédit social. Vous avez un certain nombre de points, une note, et celle-ci grimpe si le gouvernement approuve ce que vous faites, ou chute si, par exemple, vous communiquez avec des gens moins bien notés que vous. C'est un instrument très puissant pour vous forcer à obéir et à vous soumettre. Des points en plus sur votre carnet de notes citoyen pour l'achat de produits chinois, de bonnes performances au travail, ou la publication sur un réseau social d'un article vantant les mérites de l'économie nationale. Des points en moins en cas d'opinion politique dissidente, de recherches en ligne suspectes, ou de passages piétons traversés à la hâte. Évidemment, un mauvais bulletin donne lieu à des sanctions. Interdiction d'acheter un billet de train ou d'avion durant 1 an. Impossibilité d'obtenir un prêt, d'accéder à certains services sociaux, ou encore de s'inscrire sur un site de rencontre. On va avoir un mélange Huxley-Orwell avec effectivement d'un côté une société de la carotte, une société de la jouissance, de la consommation, du bien noté, du bon élève, parce que c'est vrai que le crédit social, bon, ben, ça peut être déficitaire, mais ça peut être aussi excédentaire, donc ça vous donne accès à quantité de petits mini-privilèges, et donc vous troquez votre immense liberté pour des tout petits privilèges, narcissiques ou matérialistes, enfin bon. Et puis de l'autre côté, le bâton, qui peut être effectivement plutôt orwellien, même si c'est un peu caricatural, en disant, voilà, ben, si vous ne faites pas ça, vous êtes immédiatement mis au banc de la société. Et pour que rien n'échappe au régime, 400 millions de caméras à reconnaissance faciale sont en train d'être installées à travers tout le pays. Impossible désormais de se dérober à cet œil tout-puissant plus de 7 minutes. Que vous soyez dans la rue, dans les transports ou chez vous, Big Brother is watching you. Partout il y a des yeux, partout il y a des capteurs, et c'est sans doute la manière, encore une fois, de naturaliser la surveillance, de la rendre invisible, de la rendre, entre guillemets, faussement égalitaire, c'est-à-dire tout le monde peut me nuire, mais de fait, je peux éventuellement nuire à tout le monde. Et c'est bien évidemment, les réseaux sociaux, un magnifique outil d'ordre social. Mais aussi pas simplement d'ordre en surplomb, mais d'ordre en horizontal. C'est-à-dire que, voilà, on fait attention à nos comportements, on les met en scène.